y a un nouveau code électoral voté la semaine écoulée au Bénin par un parlement largement dominé, vous le savez, par les députés soutiens du président Patrice Talon. Et depuis lors, des réactions aussi diverses et variées quant au contenu, mais aussi liées à la forme. Nous en parlons de long en large au cours de notre rendez-vous hebdomadaire de cette semaine, avec qui vous connaissez bien, Anissé Carlos Oké, bonjour. Bonjour Tanguy. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette émission. En dehors de ce sujet qui aura largement dominé l'actualité ces 5 derniers jours au Bénin, nous avons aussi des points comme par exemple la célébration de la fête du 8 mars consacrée aux droits des femmes. C'était le vendredi dernier, on en dira deux mots. On dira deux mots au sujet de cette grève annoncée par les syndicats des enseignants mais qui a fait flop. Cette fois-ci c'était le jeudi dernier. Et puis on pourrait aller au Sénégal, si le temps nous le permettait, pour examiner l'actualité là-bas. Il y a eu entre-temps un ping-pong entre Macky Sall et le Conseil constitutionnel qui a finalement fixé le rendez-vous électoral quant à la présidentielle pour le 24 de ce mois. On dira 2 mois à ce propos. On commence déjà par le sujet le plus important de ces derniers jours au Bénin, le vote pour un nouveau code électoral amendé et envoyé à la Cour constitutionnelle pour examination. Le vote, les amendements, on va commencer déjà à Anissé Carlos Oké par la forme. On est allé au-delà des recommandations de la Cour constitutionnelle qui avait fixé 2 petits points. On a l'impression que les députés avaient bien envie de travailler. Oui, et effectivement, ils avaient envie de travailler. Et si je m'en réfère à ce que disait le président de la commission des lois, les députés avaient eux-mêmes leur agenda que le recours du citoyen Gbero a un peu précipité. Donc il y avait toutes ces choses-là dans le pipeline qui se préparait déjà. Et l'occasion a été donnée aux députés de revenir sur tous ces points-là qui étaient en attente et que la Sénat elle-même a examiné avant d'ajouter ses propres recommandations. Et le rejet de la loi révisant la Constitution a donné l'opportunité aux députés qui manifestement s'y attendaient de revenir sur ce code-là et d'y introduire tous les points qui leur paraissaient utiles. 43, si mes renseignements sont bons. Donc sur 43 points, ils ont eu à faire des amendements. Et de leur point de vue, ça constitue une avancée par rapport au code révisé. Il y a un débat qui s'est posé tout de suite. Les députés ont le droit de légiférer, mais avaient-ils vraiment le droit d'aller au-delà des recommandations de la Cour constitutionnelle? Oui, ils en ont parfaitement le droit. Je pense que ce qu'ils ont voulu faire, c'est aller en détail dans ce que eux-mêmes ils étaient en train de préparer avant que la Cour constitutionnelle ne réagisse. Ce qui pourrait éventuellement se passer aujourd'hui, c'est que la Cour, à la limite, leur dise non, je n'ai pas demandé tout ça, rester dans la limite de ce que j'ai prescrit. Et même si c'était le cas, les députés, comme c'est leur droit et que c'est eux qui ont l'initiative de loi avec le gouvernement, ils peuvent revenir à n'importe quel moment avec le code actuel qui est déjà manifestement consensuel au niveau de la majorité présidentielle. Justement, parlant de consensus, c'était un élément clé sur lequel on avait axé les échanges, que ce soit au palais de la Marina ou au-delà. On a l'impression que c'est vite parti des esprits des acteurs parlementaires dès lors qu'on a rejeté la révision de la Constitution. Plus personne ne s'est souvenu de cette affaire de consensus. De consensus, parce que, bon, oui, évidemment, vous vous rappelez que lorsque le vote a donné la majorité de rejet, l'Assemblée nationale a un peu, comment on dit, vibré au rythme de l'hymne national que les démocrates avaient chanté pour célébrer un peu ce blocage. Et j'ai l'impression que la réplique n'a pas tardé à venir parce que ça semble bien être une réplique pour dire aux démocrates gardez-vous bien, nous avions notre propre plan et c'est ce plan-là qui est en train d'être déroulé aujourd'hui. Vous avez parlé de réplique et j'ai bien envie de vous poser la question. Je crois qu'elle est même bienvenue. C'est une loi revancharde alors. C'est-à-dire que parce qu'on a perdu sur la bataille de la révision de la Constitution, on s'est énervé et on a mis tout ce qu'on voulait dans le code électoral. D'ailleurs, on a vu quelques réactions de députés qui, ma foi, confirment cette thèse-là. Augustin Arvamon-Ebla, par exemple, ses propos assez clairs et très menaçants. Au-delà de lui, d'autres acteurs qui ont montré clairement que cette fois-ci, on prendra notre revanche.
ça dépend de la lecture qu'on en fait. Toujours est-il que les démocrates étaient, comment on dit, la loi révisant le code électoral avait déjà été introduit par le député Akhenatonde avant même que la première loi révisant la Constitution n'ait été rejetée. Donc on ne peut pas dire que c'est une loi revancharde, mais le risque était là et cette possibilité-là était donnée à tout le monde de voir ce qui pourrait arriver si éventuellement la révision de la Constitution n'aboutissait pas. C'est là où justement la revanche et la vengeance. C'est pas forcément une revanche. C'est pas forcément une revanche. On a l'impression que vous avez ici la révision de la Constitution où vous choisissez de faire ça, ou bien on introduit ici et comme nous avons la majorité, on y ajoute tout ce qu'on veut. Je pense que c'est plutôt un scénario qui a été déroulé parce que manifestement il semblerait bien que au niveau de la majorité présidentielle même on ne s'attendait pas vraiment à ce que la loi sur la révision de la Constitution puisse prospérer. Je crois que tout le monde s'attendait à ce que ça soit rejeté et donc c'est le plan B qui était en réalité le vrai plan sur lequel les députés de la majorité tablaient pour faire passer leurs amendements. En tout cas, c'est clair dans la tête des députés de l'opposition. Cette loi, c'est pour prendre revanche. D'ailleurs, ils disent même, à qui veut l'entendre, qu'aucune de leurs propositions, pratiquement, en tout cas compte tenu dans la loi déposée par le président de leur groupe parlementaire, n'a été prise en compte dans ce nouveau test. Et pourtant, bon, à entendre les autres, on a l'impression qu'il y a quand même quelques points qui ont été pris en compte à partir de la proposition des démocrates, notamment, par exemple, la question de la caution qui a été revue à la baisse. Il paraît que c'est dans la proposition de l'honorable Achadé qu'on est allé piocher ça avec un certain nombre d'autres points, étant donné que le document n'a pas été rendu public pour que nous puissions l'apprécier à sa juste valeur. Nous n'en savons que ce que les uns et les autres en disent. Par conséquent, s'ils disent qu'ils ont pris en compte quelques points proposés par les députés de l'opposition, on leur accorde le crédit de ça en attendant que nous voyons exactement à quoi ressemble le texte. Il n'y avait pas que les parlementaires de l'opposition qui étaient un peu déçus et fâchés par rapport à ce vote. On a entendu, sinon on a lu des communiqués au-delà des murs de l'Assemblée nationale venant notamment de la société civile qui s'occupe des questions électorales, mais aussi et surtout de 3 confessions religieuses. Les députés ont fait oreille sourde. Oui, ils ont fait oreille sourde. Et puis, en vérité, quand on regarde dans le compte-rendu qui a été fait de cette proposition qui vient d'être validée, les points qui ont été inscrits, qui ont été revus, me semblent être quand même des points qui induisent une certaine progression dans comment on dit, la révision, la réforme du système partisan qui avait été commencé déjà en 2019 et qui a montré un certain nombre de limites, un certain nombre de déviances que ceux-ci ont voulu encore corriger pour que le rôle des partis politiques soit renforcé, que le rôle des partis politiques soit prépondérant dans le choix des élus qui seront choisis à partir de 2026. On s'inquiétait tous à la lumière de la dernière révision du code électoral de 2019, on s'inquiétait tous, après les élections de 2019 et de 2021, de voir qu'il y a un certain nombre de problèmes qui n'avaient absolument pas été résolus, notamment la question de la transhumance, notamment la question du marchandage politique. Ce sont des choses importantes qu'il fallait réviser et j'ai l'impression qu'avec la nouvelle proposition que nous avons aujourd'hui qui a été passée au vote avec succès, ces problèmes-là ont trouvé des solutions. Parlons un peu de cette curiosité-là. Les députés de la mouvance parlementaire qui ont curieusement retrouvé leur bonne intelligence, leur bonne entente, leur solidité, qui, ma foi, a été un peu mise à mal par la question de la révision de la Constitution. Oui, c'est à l'Assemblée nationale que ça se passe. Et c'est normal que ça se passe comme ça à l'Assemblée. Parce que c'est un peu ça qui dénote de la vitalité. On a dit que les députés avaient un mandat non impératif.
Et que par conséquent, c'est avec leur conscience qu'ils votaient librement ou pas les lois qui étaient soumises à leur vote. Bon, je pense qu'il y a quelques petites nuances à apporter à ce que nous entendons ici et là. De mon point de vue, le député n'est pas l'élu de la nation. C'est ce que beaucoup de gens semblent dire. Le député n'est pas un élu de la nation. Il est quoi? Le député est un représentant de la nation tout entière. Ça fait une grande différence et une nuance capitale qui fait que... Quelle est la différence? Voilà, je vais vous l'expliquer. Voyez-vous, la circonscription électorale qui élit le président de la République, c'est à l'échelle nationale. Oui. C'est pour ça qu'on dit qu'il est l'élu de la nation. C'est par rapport à la circonscription électorale qui est à l'échelle nationale. C'est pour ça qu'il est l'élu de la nation et qu'à ce titre, et au terme de la Constitution, il incarne l'unité nationale. Par contre, les députés sont élus dans des circonscriptions qui sont des subdivisions de la circonscription nationale et ne sont donc pas les élus de la nation, mais les représentants de la nation, parce que au terme de la Constitution, de l'article 41 de la Constitution, non, article 80 de la Constitution, le député n'exerce pas un mandat qui l'oblige à coller à son électorat uniquement ou à sa circonscription électorale uniquement. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'a pas de mandat impératif. Le mandat impératif consistant en réalité à devoir tout à ses électeurs et à faire tout en fonction de ses électeurs. Donc, le constituant béninois n'a pas voulu ça et a souhaité que chaque député, une fois qu'il est élu, ne soit plus le député de la 24e circonscription ou de la 21e ou de la 19e, mais plutôt un élu de la nation et qu'à ce titre, tout ce qu'il a à faire ne soit pas uniquement centré sur sa circonscription électorale. Bon, ça a été un tout petit peu extrapolé par rapport au fait que bon, le député, une fois qu'il est élu, il s'affranchit complètement. Bon, c'est là où on dit que tout mandat impératif est nul. C'est une phrase qu'on est allé copier dans la Constitution française et qu'on a plaqué, oui, je suis allé vérifier, qu'on a pioché dans la Constitution française et qu'on a venu jeter. Et or, je me souviens que lorsqu'il y avait des débats autour de cette question, les éminents juristes à l'époque avaient passé beaucoup de temps sur les plateaux de télévision pour expliquer que dans le sens où on l'entend dans la Constitution du Bénin, le mandat impératif, c'est celui qui oblige le député à être uniquement centré sur sa circonscription électorale. Or, nous avons des députés que nous souhaitons avoir avec un mandat, c'est pas expressément dit qu'ils ont un mandat représentatif, mais c'est un peu comme ça. Quand on regarde le parcours, quand on regarde les partis que nous avions à l'époque et le mode de fonctionnement des partis, de création d'abord des partis politiques et de leur fonctionnement à l'époque, je pense que le constituant ne pouvait pas mettre dans la loi que les députés, une fois élus, pouvaient s'affranchir complètement de leur parti politique. Parce que c'était des partis politiques qui étaient régionaux, qui étaient la propriété pratiquement de leurs fondateurs, qui s'assuraient de la fidélité des élus et ne pouvaient pas permettre qu'il y ait totalement un affranchissement. Donc, dans l'esprit de la loi qui a été votée en 90, le député n'est pas un homme qui s'affranchit complètement de son parti politique. D'ailleurs, ça n'a aucun sens. Parce que lorsque la démocratie fonctionne à l'intérieur des partis politiques, il faut que les députés en donnent le bon exemple. Parce que lorsqu'il y a une question importante, et qu'au sein du parti, les différents courants s'affrontent, parce que c'est ça la démocratie au sein des partis, il faut que les différents courants puissent s'affronter. Il faut que chacun puisse s'exprimer très librement et très clairement sur sa façon de voir les choses. Mais une fois qu'on a fait ce débat, qu'on s'est battu, qu'on s'est crêpé les chions, et qu'à la fin, la majorité au sein du parti
a décidé pour une ligne donnée, il n'appartient plus aux députés de continuer de défendre son point de vue personnel s'il n'a pas d'intérêt personnel. Mais c'est ce qui s'est passé avec la révision de la Constitution, où on a vu quand même des partis politiques appeler leurs élus, leur expliquer le bien fondé, défendre et expliquer, je dois dire, le sens dans lequel ils doivent y aller. Et pourtant, à l'Assemblée nationale, chacun a voté comme il comptait. Oui, il y a des questions sur lesquelles, effectivement, on peut comprendre que le député puisse désobéir à son parti politique. Mais en réalité, ce qui est normal et qu'on voit partout, c'est que le parti représente une vision. Le parti a une ligne en fonction desquelles le député a été élu. Donc, vous n'allez pas voir un député socialiste en France défendre le contraire du socialisme. Un député de gauche, un député de gauche, un député de droite, un député de droite. Ça n'enlève rien au fait que son mandat est représentatif. D'accord? Donc ce n'est pas parce que le parti a une ligne et qu'on a fait un débat à l'intérieur et qu'à la fin du débat, le parti désigne qui, par exemple, doit être le candidat et dit c'est lui que nous allons soutenir et que tout le monde a fait le débat à l'intérieur du parti. Et on s'est entendu que c'est la majorité qui l'a emporté pour dire que c'est tel autre. Moi, je pense que ça n'enlève rien au fait que le mandat du député est non impératif. Donc, par conséquent, je considère que sur cette question-là, il faut dépassionner et ne pas se dire que parce que on a demandé aux partis politiques d'avoir le contrôle des parrainages, la question du mandat impératif devient un problème. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que nous avons voulu régler un problème avec la loi. Le niveau de conscience qu'il faut pour qu'un élu, pour qu'un représentant de la nation puisse être effectivement libre d'opiner dans un environnement démocratique, n'est pas totalement celui que nous observons dans notre pays. Et vous voyez bien que si le parrainage n'est pas encadré, il devient un objet on en parlera tout à l'heure dans le fond. Très bien. Allez, justement, parlant du fond, hein, il y a quand même quelques aspects qui ont été évoqués, même si on n'a pas eu le test sous la main pour le feuilleter de fond en comble. La question du double verrouillage, par exemple, quand il s'agit, ma foi, des élections, par exemple, législatives, où il faut alors aller vérifier si le parti a d'abord réuni les 10% au plan national et s'intéresser maintenant à ces 20% qu'il faut obtenir au niveau de chacune de ces circonscriptions électorales. Pourquoi ce double verrouillage? Est-ce que ce n'est pas suicidaire? Ah bon, c'est suicidaire pour ceux qui l'ont voté. Et personne n'est à l'abri. Je n'ai pas eu l'impression qu'en 2019, le code électoral voté qui a conduit à ces désastres-là, qu'on a connus, n'est touché comme conséquence, n'est touché que les élus qui ont voté. Hein? Les populations en ont payé pour le prix. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est d'abord les hommes politiques qui en payent le prix. Et si ce sont eux qui votent ça et qui corsent la note, c'est sûrement parce que, bon, j'ai l'impression que ce n'est peut-être pas les hommes politiques véritablement qui décident ça. Moi, je considère que cette réforme est une réforme initiée, c'est-à-dire voulue, initiée et suivie de très près par le président de la République, dont c'est l'un des objectifs du gouvernement. D'ailleurs, on l'a suivi dans une vidéo qui a apparu, insister face aux démocrates qu'il fallait forcément ne pas arriver à retourner en arrière, mais plutôt même à corser les conditions. J'ai bien le sentiment que le chef de l'État, il va un peu au forceps. Hein, en indiquant la ligne à suivre et en obligeant les gens à suivre cette ligne-là. Parce que, comme je le disais tantôt, quoi qu'on dise, il y avait un certain nombre de déviances que nous avions l'obligation de corriger. C'est clair. Et pour corriger ça, personne n'a le courage à ce jour de dire ce qu'il faut faire. Et quand quelqu'un même a le courage de proposer, on ne le suit pas parce que personne n'a envie de perdre des privilèges et les rentes. Et par conséquent, si la loi n'encadre pas un certain nombre de situations, comme on l'a vu dans ce code qui vient d'être voté, il y a des déviances qui n'arrêteront jamais. Ah oui? Mais quel est le problème que les 10% au plan national, puis maintenant les 20% au niveau des circonscriptions électorales va régler en réalité comme déviance? Non, ça c'est par rapport au fait qu'il y a des partis politiques qui continuent, malgré que nous ayons décidé de fusionner
un grand ensemble, les partis pour former de grands ensembles. Il y en a qui continuent de se créer juste pour amuser la galerie, qui ne sont pas capables de gagner une élection, même à 10%, et qui ne sont pas capables non plus d'affronter les situations de la présidentielle ou comment on dit, des législatives. Et pourtant, ces partis-là se créent malgré... Mais la loi dit à 2 échéances électorales de même nature, s'ils n'arrivent pas à passer le cap, ils disparaissent par eux-mêmes. Je crois que ça suffisait largement pour les laisser amuser la galerie entre deux élections. C'est un choix. C'est un choix. On peut décider de faire ça comme ça, tout comme on peut décider de les mettre tout de suite devant leurs limites et de les faire disparaître. Parce que l'objectif, ce n'est pas que les partis continuent de se créer et disparaissent après 2 élections. C'est de faire en sorte que, tout de suite là, que les partis cessent de se créer par fantaisie et laissent la possibilité aux Béninois de choisir entre 2, 3, 4 grands partis qui seront des partis ayant une certaine force, ayant une certaine pérennité et une envergure nationale. C'est ça surtout qu'il faut voir du moins dans oui, mais si c'est bien cela l'objectif, qui a été fait. Si c'est bien cela l'objectif, pourquoi est-ce qu'il faut attendre faire le contrôle en aval plutôt que de faire en amont? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord corser les conditions de création plutôt que d'attendre qu'on aille à des élections et de mettre les verrous maintenant doublement? Les 10% déjà, les gens, ils n'ont pas réussi à le passer et on met maintenant 20% comme si, bon, même quand vous auriez fini de réunir les 10% au plan national, donc que vous aviez été élu par toute la nation comme étant un parti représentatif, il faudra alors encore passer un second cap, c'est-à-dire les 20%. Il faudra passer un second cap. Parce que, vous savez, en la matière, nous n'innovons pas. Hein. Ah oui? Non, nous n'innovons pas. En 92, lorsque le Nigeria a fait ces dernières élections générales et que la vie de tout temps a été rythmée par les coups d'État militaires, le général Abacha, qui lui-même a été assassiné plus tard, avait décidé de mettre un peu d'ordre dans le multipartisme intégral qui foutait un peu le bordel. Et donc, les grands partis qui existent au Nigeria aujourd'hui ont été créés de toutes pièces dans le cadre de ces réformes-là du Nigeria. C'est donc en 98 que les partis-là ont été créés et c'est le gouvernement qui a agréé les partis qu'il a jugés utiles et c'est 2 ou 3 qui... Non, c'était 5 à l'époque, je crois, 5 partis qui avaient été agréés et qui ont animé la vie politique. Je parle du Nigeria, un pays qui est, je ne sais pas combien de fois plus grand que le Bénin. Qui mais cela n'empêche pas... Nous n'avons pas innové en la matière. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus nous serons ordonnés dans cette matière-là, plus nous ferons avancer notre pays. Parce que il n'y a pas 1000 idées pour construire le Bénin. Il n'y a pas 36 façons il n'y a pas 36 méthodes pour construire le Bénin. Donc, si nous ne nous regroupons pas dans de grands ensembles, pour que ces ensembles-là soient forts et puissants, et que le marchandage politique continue avec la création aujourd'hui d'un parti qui disparaît après 2 élections, et d'un autre qui revient après pour disparaître après 2 élections, on n'en sortira pas. Moi, pour ma part, je considère que c'est une très bonne chose que d'avoir choisi de créer des grands ensembles et d'avoir mis la barre au niveau des 20% pour que la représentativité des partis politiques ne fasse aucun doute. Parce que avec la réforme que nous avons eue en 2019, aujourd'hui on a l'impression qu'il y a un grand parti du Nord et un grand parti du Sud. Si je ne parle pas des démocrates, qui eux autres sont de l'opposition et qui, ma foi, cherchent d'autres partis satellites à fusionner et qui ne sont pas encore sûrs d'en avoir. Mais si ça continue comme ça et qu'on a l'impression qu'il y a un grand parti du Nord et un grand parti du Sud, la réforme va nous conduire plus vers les problèmes que vers les solutions. Oui, mais on a l'impression, en tout cas, avec cette affaire, et d'ailleurs même l'exemple du Nigeria me plaît bien. Quand on voit un peu au niveau du Nigeria, c'est vrai, on a fait au FOPSEPS, cette réforme, on a 2 grands partis politiques aujourd'hui. Ça n'empêche pas qu'il y ait par exemple des candidatures indépendantes et qui fassent même mouche à des élections présidentielles. Avec ce que nous avions, ce double verrouillage et même la question des parrainages, on en parlera bien plus loin. On a l'impression que tant que
vous n'êtes pas sorti d'un cercle de partis politiques, de ces deux partis politiques qui s'annoncent, eh bien vous n'avez aucune chance d'être candidat. Hein? Ce n'est pas une mauvaise chose. Ah oui? Non. Donc la censure, c'est au niveau des partis politiques. Les partis politiques sont organisés. Les partis politiques ont un programme. Les partis politiques réfléchissent à un projet. Un candidat indépendant à qui la Constitution donnerait le droit, non, la prérogative de... Non, la possibilité, non, la chance. Non, non. La chance d'être candidat. Non, non. Un indépendant qui, une fois élu, aura la prérogative de définir et de conduire toute la politique nationale. Vous voulez que ce soit quelqu'un qui vienne de nulle part? Pourtant, ça nous a pas fait beaucoup de mal depuis 2016. Mais ça ne nous a pas fait beaucoup de bien non plus. Oui, depuis 2016, on n'a pas l'impression que ça nous ennuie. On ne s'en rend pas compte, mais ça ne nous a pas fait beaucoup de bien non plus. La chance que nous avons aujourd'hui, et ça il faut le dire sans embâche, c'est que nous ayons à la tête du pays quelqu'un qui connaît un peu les travers de cette politique hasardeuse et qui décide d'y remédier parce que lui-même connaît les limites qu'il a eues dans l'exercice de ses fonctions, parce qu'il n'est pas venu avec un programme, il n'est pas venu avec une équipe qui s'est approprié ce programme depuis longtemps, qui travaillait à faire triompher ce programme depuis longtemps et qui, une fois aux affaires, sait exactement quoi faire. Donc ici, nous avons affaire à un homme qui porte les réformes tout seul, qui travaille tout seul à les faire prospérer, qui est obligé d'être au charbon et au four et au moulin, parce qu'il n'y a pas une équipe qui ait porté ces projets-là avec lui depuis toujours et qui sont parfaitement à l'aise pour décliner chaque ligne de son programme. Il est venu, il a fait faire le programme et il a trouvé des gens, une fois déjà au pouvoir, pour l'aider à avancer dans ce qu'il fait. Si ce sont les partis politiques qui construisent un programme, et qu'au sein de ces partis, on sait qui est le spécialiste de l'économie, on sait qui est le spécialiste des affaires sociales, on sait qui est le spécialiste de la sécurité, et que cette équipe parvenait au pouvoir, vous verrez que les choses iront beaucoup plus vite et avec beaucoup plus de sérénité. Maintenant, c'est vrai, j'ai une inquiétude particulière, c'est que malgré toutes les dispositions qu'on peut prendre dans ce domaine-là, le président de la République, une fois arrivé au pouvoir, peut décider de sortir du parti politique. Non, il doit même sortir d'un parti politique en réalité. Non, il peut décider de démissionner. Directement lié à un parti politique, étant donné qu'il doit être au-dessus de la mêlée. Ce que je vais dire. Non, non. Donc, vous voulez dire qu'il doit démissionner? Absolument, impérativement. C'est écrit dans la loi? Oui, mais c'est une question logique. Vous ne pouvez pas appartenir. C'est de ça que je dis. Oui. Non. En principe, quand le président vient, il ne démissionne pas. Peut-être qu'il n'est plus dans les organes dirigeants du parti, mais en tant que tel, il ne démissionne pas. Mais ce que je voulais exprimer comme crainte, c'est que le président décide, une fois au pouvoir, de créer un autre parti et de travailler avec ce parti-là plutôt qu'avec le parti qu'il a porté au pouvoir. Je crois qu'il n'y a aucun texte en réalité qui puisse l'empêcher véritablement dans le... Donc la question de la transhumance qui est réglée tout d'un coup, comme on le brandit, ce n'est pas si évident que cela. Non, je parle seulement du président de la République parce que les autres, les autres aussi peuvent démissionner. Un député qui est élu dans un parti politique, qui chemin faisant peut démissionner. Il garde, ma foi, son mandat, même si on l'empêche bien plus loin d'utiliser son parrainage, ben, il garde son mandat jusqu'à la fin. Et il peut adhérer à un autre parti politique et jouer même les premiers rôles là-bas. Oui, parce que nous avons décidé que le mandat n'est pas impératif. D'accord? Bon, à partir de ce moment, on peut compter sur la conscience des hommes pour réaliser ce qui n'est pas forcément écrit expressément dans la loi. Dans la loi. Oui, dans la loi. Parce que nous savons tous pourquoi ces réformes-là sont faites. Nous savons tous pourquoi les nôtres sont corsées. Et si les hommes, en réalité, ne changent pas du tout, on aura beau écrire ces textes-là, on aura beau enfermer toutes les situations dans la loi, il y aura toujours des déviances parce que dans tout ce que nous disons là, nous n'avons pas encore résolu le problème de l'argent
en période électorale, qui est l'un des gros problèmes que nous avons dans notre pays et qui pervertit la démocratie, rendant les élections totalement comme une opération de marketing, d'achat et de vente. Alors, c'est vrai que l'autre parlerait plutôt de politique fiction, mais c'est toujours bien de les examiner, ces schémas qui peuvent arriver. Parce que quand on observe même les partis politiques présents à l'Assemblée nationale, aucun d'eux n'a réuni 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Et j'ai demandé, j'ai cherché à savoir qu'est-ce qui se passerait si en 2026, aucun des partis politiques au Bénin n'a 20% au niveau de chacune des circonscriptions électorales, et on est allé à la solution extrême, c'est-à-dire qu'on annule les élections. C'est un cas de figure qui pourrait arriver, mais bon, c'est pas très... si les scores étaient très serrés, 15% par ici, 14% par ici, oui. Mais ça pourrait arriver. Et si ça arrive, comme disait le président de la commission des lois sur un plateau que j'ai entendu il y a quelques jours, ben, on reprend les élections. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réformes n'ont pas été faites pour favoriser qui que ce soit. Ça veut dire que tout le monde se retrouve dans un cas de figure où il faut travailler dur pour mériter d'être un parti d'envergure nationale et de pouvoir compter à l'Assemblée nationale. À partir de ce moment, je pense que le jeu est ouvert et que tout le monde peut... Oui, la chose qu'on crée aussi, c'est qu'on aime multiplier les chicanes sur la route au point de nous faire crever nos 4 pneus. Il y a aussi un schéma qui peut arriver, le schéma où un seul parti politique arrive à remplir toutes ces conditions, c'est-à-dire avoir les 20% sur l'ensemble des 24 circonscriptions électorales et devient le seul parti présent au Parlement. Ça pourrait arriver aussi, c'est vrai. Mais je pense que c'est pour pallier à ça que le législateur lui-même a ouvert une brèche en créant un concept un peu bâtard d'accord de gouvernement, d'accord de législature, des choses comme ça. Bon, je pense qu'eux-mêmes, ils ont conscience d'une telle situation et bon, on peut dire que peut-être la brèche qu'ils ont ouverte, qui ressemble à s'y méprendre à une alliance sans être une alliance, peut-être la solution pour s'en sortir. Parlons maintenant des parrainages. C'est vrai qu'on a déjà effleuré plusieurs fois. Désormais, un député, en tout cas, si la Cour constitutionnelle donnait son onction par rapport à ce test, désormais, aucun député ne pourra parrainer, en tout cas signer son parrainage à un candidat qui ne soit pas directement de son parti politique ou qui ne soit pas désigné par son parti politique. Et on a pensé qu'on a réglé la question, donc, je dois dire, des parrainages qu'on va chercher au-delà des frontières nationales, par exemple. Je pense que la question, c'était déjà de régler ça. Il fallait d'abord régler ça. Parce que sinon, ça crée plus de problèmes. Le parrainage crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Comment ça? Parce que si... n'importe qui peut débarquer avec de l'argent pour avoir autant de parrainage qu'il souhaite en avoir, parce qu'il a de l'argent pour en acheter. Nous risquons d'élire des présidents qui, ma foi, n'ont rien à faire à la tête de l'État béninois. Et si la précaution n'est pas prise en amont pour que ce genre de cas de figure n'arrive pas, nous pourrions regretter d'avoir introduit le parrainage dans le système électoral. Et je trouve que c'est tout à fait logique d'avoir fait ça. Pourquoi? Parce que au cours des dernières élections, nous avons eu l'illustration de ce que le parrainage est âprement disputé. Oui, mais est-ce que ça ne fait pas partie des principes démocratiques normaux? Si ça n'avait pas été suffisamment disputé, écoutez, en 2021, l'équipe, l'attelage Djemba Paul Humpé n'aurait pas eu de parrainage pour aller à la présidentielle. L'attelage Irénée Agossa et l'autre Korenté Korkwe, par exemple, qui n'avaient pas d'élu, député ni de maire, n'aurait pas eu de parrainage pour aller, par exemple, compétir en 2021. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ce verrouillage-là? Pour empêcher, par exemple, ces exemples que j'ai donnés d'aller à la compétition.
Les exemples que vous avez donnés ont eu quel résultat? Ce n'est pas une question de résultat, c'est une question d'abord de la compétition démocratique. Non, la compétition démocratique n'empêche pas, le verrouillage qui a été fait n'empêche pas la compétition démocratique. Ah oui? Ah non, puisque de toute façon, nous avons 3 partis représentés à l'Assemblée nationale, nous avons 3 partis qui sont suffisamment outillés et qui sont habilités à obtenir des parrainages. Oui, le nombre de parrains même. Mais il y a un risque, en 2026, un tout petit risque. Oui. Mais le risque qu'il pourrait y avoir, pour lequel il est utile d'attirer l'attention, c'est que, étant donné que nous faisons le débat autour du mandat impératif ou non impératif, si on laisse la latitude aux députés, une fois que son parti a choisi tel ou tel candidat, de dire, moi, je ne parraine pas, je m'abstiens. Si nous entendons pour dire que le député est libre de choisir en son âme et conscience, le parti peut choisir. Et le député dira, je m'abstiens. Ce qui pourrait handicaper 2 partis qui ont exactement le même débat. Exactement. Parce que si c'est le cas de ce cas de figure, on ne peut pas empêcher le député en son âme et conscience de dire je m'abstiens. On ne peut pas. Donc, à partir du moment où le député peut dire je m'abstiens, ceux qui ont le nombre exact de députés qu'il faut, le démocrate et le BR, le BR a des maires. Oui. Le BR a des maires. Donc le BR peut s'en sortir avec ses maires. Mais les démocrates n'ont pas de maires. Et s'ils échouent à obtenir... l'intégralité des parrains? Non. S'ils échouent à obtenir un accord avec un autre parti, comme... l'opposition? Comme FCBE, qui a des maires. 2 ou 3 maires. Ils peuvent se retrouver en grande difficulté. Et peuvent ne pas avoir de candidat du tout parce qu'ils n'auraient pas le nombre suffisant pour... Mais ce n'est pas la seule faiblesse de cette affaire de parrainage. Je me rappelle qu'en 2016 ou 2015, on avait annoncé quand même une compétition à l'interne au niveau de l'Union fait la nation pour désigner le candidat de l'organisation politique en ce moment. Des oreilles indiscrètes nous ont dit que si on n'a pas réussi justement à arriver à ce niveau, c'est bien parce que l'argent a circulé quelque part. Ah oui. N'oubliez surtout pas aussi que sur la place publique, un certain Augustin Aranva-Ebla, décidément, il vient très fréquemment sur ce plateau, nous rappelait qu'on est allé chercher des valises d'argent quelque part à Paris entre-temps au nom du parti. Si on oblige tout le monde à soutenir forcément le candidat du parti et que quelqu'un de l'extérieur peut envoyer beaucoup d'argent, de valises d'argent comme ça, il peut s'acheter justement le parti et devenir président. Ce qu'on aura construit tout là, ça tombe à l'eau. Ça m'étonnerait que tous les hommes qui travaillent au jour le jour à consolider et à renforcer l'assise et l'ancrage des partis politiques renoncent complètement, eux tous, à une ambition aussi importante que celle de diriger la République. Donc, non, je pense que ça va être un peu plus difficile que ça, d'acheter tout le parti et de chuter de nulle part pour dire que vous prenez la place du candidat. Ça va être un peu difficile. Mais il y a une décision de la Cour Jacques-Benou qui avait déjà démontré le caractère personnel et individuel du parrainage. Oui. Ça contredit un peu l'esprit là, non? Ça contredit un peu. Mais comme je vous l'ai dit, le débat peut se faire au sein du parti. Une fois que le débat s'est fait au sein du parti, que le parti a désigné son candidat, le député, à ce moment-là, a la latitude de dire je parraine ou je ne parraine pas. Si on refuse aux députés d'avoir cette latitude-là, à ce moment, il se poserait un véritable problème. Bon, vous avez abordé la question, même si c'est juste pour l'avoir effleuré, la notion d'accord de gouvernance et d'accord de législature, ou c'est plus trop quelles sont les notions barbares introduites dans cette affaire. Vous avez compris quelque chose à ça, accord de gouvernance? Comme je vous le disais, ce sont des alliances qui ne sont pas des alliances tout en n'ayant pas le caractère d'autre chose que d'une alliance. Bon, franchement, c'est une véritable gymnastique qui a été faite à ce niveau-là et je considère que si cette brèche a été ouverte, c'est parce qu'on craint que, ma foi, peut-être il y a des partis qui, à eux seuls, ne réussiront pas à la fin
à obtenir le quota qu'il faut pour exister en tant que parti au Parlement. Alors, pour ce qui concerne la présidentielle, il faut forcément 28 parrains. Et ce n'est pas tout. Il faut bien s'assurer que ces 28 parrains proviennent des 3/5 des circonscriptions électorales. C'est quoi cette affaire de mathématiques à un point final? Non, je pense que ça participe de la volonté de créer un véritable ancrage national pour les partis politiques, parce que si vous êtes parrainé par 28 députés et que les 28 députés viennent à peine de 2 ou 3 circonscriptions électorales du Sud ou du Nord, vous ne pouvez pas prétendre être un président ayant ayant vocation, comme le voudrait l'esprit et la lettre de la Constitution, à incarner l'unité nationale. Le président de la République doit incarner l'unité nationale. Et pour incarner l'unité, il faut que de partout dans le pays, il ait des soutiens suffisants pour montrer que effectivement il a été choisi par une grande partie de ses compatriotes. L'un des présidents du Bénin qui incarne l'unité nationale, qui a travaillé vraiment à l'unité nationale, c'est un certain Mathieu Kérékou. Mais quand on voit un peu son parcours, notamment pendant la période démocratique, on n'a pas l'impression qu'il avait été obligé d'avoir beaucoup de votes un peu partout dans le pays. Il pliait justement l'élection depuis le nord et s'arrêtait à hauteur de Dassa, et le reste, il s'en foutait pas mal. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché d'avoir cet esprit d'unité nationale et d'y travailler suffisamment. On n'a pas besoin de loi pour changer fondamentalement l'esprit même des personnes, non? Ce n'est pas parce que le président Mathieu Kérékou a fait exception à une situation que nous connaissons tous, que nous allons considérer que on peut laisser les choses en l'état. Vous savez, chaque président travaille en fonction des problèmes qu'il a à régler au moment où il vient au pouvoir. Et les problèmes qu'il avait à résoudre en 1991, lorsque Nicéphore Soglo prenait le pouvoir, n'étaient pas les mêmes que ceux que Kérékou devait résoudre en 1996 et en 2006. Et donc, non, en 1996 et en 2001. Et les problèmes que Boni Yayi avait à résoudre entre 2006 et 2016 n'étaient pas les mêmes que ceux que ses prédécesseurs avaient réglés. Donc, chaque président, en fonction de notre parcours et des problèmes du moment, fait ce qu'il faut pour corriger ce qu'il y a à corriger. Et je pense qu'aujourd'hui, pour avoir lancé les réformes qu'il a lancées, Patrice Talon a pris un risque, un gros risque, d'affronter avec courage des situations qui, ma foi, étaient un peu comme une plaie dans notre démocratie. Bon, mais à partir du moment où il s'y est engagé, il a l'obligation de faire tout pour que au moins les réformes telles que pensées, telles que conçues, puissent être menées à bien. Mais tout participe de l'expérience. Si chemin faisant, nous nous rendons compte qu'il y a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas, les réformes n'ont pas vocation non plus à fonctionner du premier coup. Et toutes les expériences sont bonnes dans une république. Donc, si nous constatons que ces réformes n'ont pas prospéré dans telle ou telle de leurs dispositions, il sera toujours temps de revenir, de changer, d'ajuster, de manière à avoir ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire une république qui avance et qui fait un peu moins de politique aérie pour se consacrer un peu plus au développement. Il y a de nouvelles introductions qui quand même ne soulèvent pas autant de polémiques, sur lesquelles on va passer rapidement. Je ne sais pas si vous aviez un mot à dire à ce sujet. On s'est déjà entendu sur le fait que ce sont les députés actuels et les maires actuels qui vont signer les parrainages. On s'est entendu aussi, en tout cas les députés à l'Assemblée nationale, qu'il faut réduire, ma foi, les différentes cautions de moitié pratiquement pour ce qui concerne la présidentielle, par exemple. 2 mots à dire là-dessus ou bien on passe? Non, mais on peut dire 2 mots là-dessus. Moi, je considère même que la caution pouvait être abattue un peu plus que cela. Ah oui, pourquoi? Écoutez, déjà que nous avons enfermé le parrainage dans la volonté, ce rigorisme des partis politiques qui sont chargés, dans tous les cas, de désigner
les candidats, on peut supposer qu'il n'y aura pas tellement de candidatures fantaisistes, et à partir du moment où c'est l'État lui-même qui commence par financer les partis politiques, bon, on peut s'arranger pour que ce ne soit pas le candidat qui donne une caution, parce que la caution ne sert pratiquement plus à grand chose. La caution, ça permet quand même à l'État de récolter quelques sous pour soutenir un peu ses efforts financiers dans l'organisation des élections. C'est important aussi pour les caisses de l'État. C'est important pour les caisses de l'État lorsque nous avons 20 candidats. Mais lorsque nous en avons 4 ou 5, l'État peut faire ce sacrifice sans aucun problème. Ah, quelque part, il n'y a que la multiplicité des candidatures est d'un intérêt pour l'État. Allez, on va passer à un autre sujet, en attendant de voir ce que dira la Cour constitutionnelle de cette copie qu'on lui a envoyée, elle qui a demandé cette révision sur 2 points notamment. On va parler précisément de la célébration du 8 mars, c'est vendredi dernier, la journée consacrée aux droits des femmes. Est-ce qu'on a vraiment avancé là, ou on a continué à se nouer les foulards sur la tête et à dansoter? Je pense qu'on s'est complètement fourvoyé dans cette affaire-là, et que les objectifs qui avaient été initialement fixés pour cette journée de célébration de la journée des droits des femmes a été complètement galvaudé et est devenue une journée de festivité en l'honneur de la femme, tout simplement. Mais la femme aime bien qu'on la célèbre. La femme aime bien qu'on la célèbre, mais lorsqu'on a fini de célébrer et qu'après le lendemain on retombe dans la même situation que la veille ou l'avant-veille, je ne vois pas en quoi la célébration est utile. Donc c'est une journée pour réfléchir aux droits des femmes. C'est-à-dire que c'est une journée pour apprécier le chemin parcouru et travailler à améliorer davantage le droit des femmes. Si les réflexions ne sont pas faites, s'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas de considération intellectuelle à cette célébration, et qu'on se contente de jouer du tam-tam et de danser parce qu'on est une femme, bah, je pense que ça ne nous avance, pas. Oui, mais est-ce que le Bénin, lui, n'a pas fait beaucoup de pas, en tout cas dans ce sens? On a vu quand même que l'univers institutionnel s'est enrichi. On a l'Institut national pour la femme qui a été créé, doté de moyens et tout ce que vous savez. On a quand même l'arsenal législatif qui s'est renforcé aussi avec le vote de la loi sur la santé de reproduction, etc. La question de patronyme, etc. de l'enfant. Aujourd'hui, au Bénin, on ne peut pas dire qu'on n'a pas vraiment avancé côté femmes et qu'on n'a pas réfléchi. On a avancé énormément sur le plan institutionnel. On a avancé énormément sur le plan légal. On a avancé énormément sur le plan de l'échafaudage d'une politique d'émancipation de la femme. Mais pendant ce temps, les femmes elles-mêmes ne sont pas entreprises pour que le niveau de conscience s'élève, pour que la question de la sensibilisation sur leurs droits soit, comment on dit, le plat de résistance de cette journée, que la prise de conscience de leur situation et de l'amélioration qu'on peut y apporter soit au menu de ce qui se fait. À ce moment-là, je considère que quand on n'a pas fait ça, et qu'on se contente, aujourd'hui, nous avons décidé, par exemple, dans la Constitution révisée, de donner un certain quota au niveau de la députation. Au niveau de la députation aux femmes. Mais est-ce que quelqu'un s'assure que les femmes qui sont élues ont la capacité à assumer cette fonction? Personne ne s'assure de ça. Le plus important, c'est qu'elles soient déjà là, qu'elles se mettent au parfum de ce qui se fait, ce qui se dit, et progressivement, certainement, elles vont prendre le pli, non? C'est exactement le problème que nous avons toujours eu dans ce pays. C'est-à-dire qu'on crée les choses et on se dit que bon, ben, on vient de commencer. Avec le temps, ça va. Non, pas avec le temps. On peut déjà, à partir de cet instant où nous avons, sur le plan institutionnel et légal, avancé de manière significative, travailler à ce que les femmes aussi, de manière significative, puissent avoir une élévation sur le plan des droits civiques et civils. Donc quand on ne le fait pas, et qu'on se contente de faire des actions sur le plan institutionnel et qu'on célèbre les femmes au cours d'une journée, et les femmes elles-mêmes ne comprennent même pas ce qu'on célèbre, elles ont l'impression que c'est un jour de fête. Et donc on vient juste faire la fête
Et une fois qu'on a fait la fête, c'est terminé. Ce qui me sidère, c'est que tout le mois de mars, on continue de fêter le 8 mars. Oui, c'est le mois de la femme. Vous voyez, c'est une manière de dévoyer complètement, ce n'est pas le mois de la femme, c'est une journée qui est consacrée aux droits de la femme, c'est le 8 mars. Vous voyez, donc on a complètement oublié les objectifs de départ pour considérer que bon, le mois de mars, c'est pour célébrer la femme. Et les femmes se laissent célébrer sans savoir ce qu'on célèbre, ni pourquoi on les célèbre. C'est elles qu'on célèbre. Ni pourquoi. Elles s'imaginent que bon, ben, on les prend au sérieux à partir du moment où on a décrété que bon, tout le mois de mars, elles doivent chanter et danser. C'est pas ça qui nous avance. Ce qui nous avancerait, c'est de travailler vraiment à ce que les femmes aient, comment on dit, un niveau de conscience très élevé sur le plan civil et civique. Un autre sujet, hein, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on a entendu parler de cette histoire, une grève au Bénin et des enseignants qui l'annoncent. 24 heures avait-il prévu, jeudi précisément, et rien n'a été. La grève a fait flop. Vous avez compris pourquoi? Je ne pourrais pas dire que j'ai compris pourquoi, mais je considère que la plus grande part des travailleurs considèrent aujourd'hui qu'il n'y a pas moyen, qu'il n'y a pas, je vais dire, il n'y a pas une raison particulière de faire la grève. Mais ils ont énuméré beaucoup de raisons sur leur plateforme de revendication. Il y a toujours des raisons, et quel que soit ce que le gouvernement peut offrir aux travailleurs, il y aura toujours des raisons de faire la grève. Je pense que quand on évalue le chemin parcouru depuis 2016 et que, bon, c'est vrai, le droit de grève a été pratiquement suspendu, supprimé au Bénin, les 10 jours par an sont dérisoires et les syndicalistes eux-mêmes considèrent que c'est pas la peine d'aller en grève pour ces 10 jours-là. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça qui a fait que bon, les gens ne se sont pas mobilisés? C'est peut-être un peu ça, mais non, ce que moi je voudrais fortement souligner, c'est que quand on regarde le chemin qu'on a parcouru et que parfois on n'a pas été obligé de faire la grève pour obtenir un certain nombre de choses, et que par ailleurs il y a un cadre de concertation dans lequel on est en discussion permanente, la discussion n'étant pas rompue. Bon, maintenant on va aller à la grève pour quelles raisons? Oui, mais les syndicats ont tout le temps de faire remarquer que les rencontres gouvernement-syndicat ne viennent pas à temps. On en a prévu 2, en tout cas dans les tests. C'est à peine si les 2 se tiennent véritablement. Et à l'occasion de ces 2, ils n'ont même pas le temps de parole qu'il faut. On vient leur montrer ce qu'on a dans la besace et puis chacun plie ses clics et claques et on rentre chez soi tranquille. Et ceux qui ne sont pas contents écrivent 2 ou 3 tests sur Internet et puis ça s'arrête là. Oui, vous voyez, je vais peut-être paraître cynique, mais il faut regarder dans le monde les exemples de pays qui fonctionnent. Quand je dis pays qui fonctionnent, c'est les pays qui ne se laissent pas distraire par les chants de sirène de la démocratie et qui pensent qu'une fois que ça chante la démocratie à souhait, tout va bien. La France... Quand vous regardez ces pays-là, la grève n'est pas déclenchée comme premier moyen de revendication. La grève ne vient que bien plus tard, quand on a essayé toutes les voies de négociation, quand on a essayé toutes les voies de conciliation, quand on a essayé de raisonner l'État et que l'État ne répond que très peu ou pas du tout, que bon, on commence par penser à faire la grève. La grève, telle que nous la faisions, vous l'avez déjà vu dans un pays qui fonctionne bien, ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Et nous faisions ces grèves-là en pensant que c'était un signe de vitalité de la démocratie, à un point que les centrales syndicales ont fini par s'investir en politique et que le syndicalisme est devenu une arme politique. Ça ne pouvait pas continuer. Oui, le syndicalisme est d'abord politique, puisque c'est des questions d'intérêt politique, de gestion des affaires publiques, etc. Quand on parle de carrière des employés, quand on parle de gestion des ressources publiques, parce que le syndicat aussi a le droit de regard sur la qualité de la gouvernance, etc., on parle de politique. Oui, c'est pourquoi je vous demande de bien observer dans les pays qui fonctionnent, si c'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous voyez des gens faire la grève en France parce que les questions financières, là, on ne comprend pas très bien pourquoi les ministres ont
tel avantage et que d'autres n'ont pas tel avantage. Vous voyez des choses comme ça se passer? Non. Ce qu'il y a, c'est que les syndicats qui s'occupent du personnel administratif et des travailleurs ne devraient s'occuper que de cela. Par le passé, le syndicalisme a été complètement dévoyé. Et je vous le disais, ça nous conduisait en réalité vers un blocage du système démocratique. On allait vers un blocage. Donc, que les grèves aient été supprimées était quelque chose de prévisible. Nous nous y attendions tous. Il ne manquait que celui qui aurait le courage de le faire. Et du coup, le syndicalisme, il est mort au Bénin. Hein? Il n'est pas mort du tout. Il fait quoi? Il n'est pas mort du tout. Il ne fait plus rien du tout. Comme je vous l'ai dit, oui, il y a toujours un dialogue permanent avec le pouvoir. Et s'il y a véritablement des raisons de considérer que le pouvoir a les moyens de ce qu'on réclame et ne veut pas les donner, on fait quoi? Ou ne prend pas les travailleurs au sérieux parce qu'il ne les écoute même pas du tout. Bon, à ce moment-là, ils peuvent faire la grève. Vous avez vu, le gouvernement n'a pas empêché les travailleurs de faire la grève. Ah non, il y a eu un communiqué du ministère de l'enseignement secondaire qui a demandé qu'on relève les noms de ceux qui iront à Sous Boni Yayi, toutes les grèves avaient connu ce communiqué. Sous Boni Yayi, ces communiqués-là existaient déjà. Parce qu'à ce moment-là, on avait déjà conscience qu'il fallait que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Donc, on ne peut pas construire un pays en faisant de la contestation tous les jours. On ne peut pas construire un pays en ne travaillant pas soi-même pour promouvoir les valeurs du travail. Est-ce que vous connaissez le programme que les syndicalistes ont mis en place dans ce pays pour promouvoir les valeurs du travail, pour promouvoir le sérieux, l'ardeur au travail, la conscience professionnelle? Vous connaissez un programme qu'ils ont mis en place pour ça? Ils font des campagnes, ils font des sensibilisations, ils éduquent. Oui, ils éduquent leurs syndiqués, ils les rencontrent, ils font des meetings, ils font des AG, etc. pour leur expliquer autour de thématiques, etc. Notamment à l'occasion de leurs assemblées générales, qu'elles soient électives ou pas, on a toujours des thématiques qui sont développées en présence des militants. Et c'est ça justement qui me permet de dire que nous avons donné beaucoup plus de priorité aux droits qu'aux devoirs. Les syndicalistes béninois avaient plus que d'autres l'obligation de travailler et faire grandir le niveau de conscience professionnelle au sein des travailleurs, parce que nous savons tous que notre fonction publique n'est pas performante. Et nous savons pourquoi. Nous savons très bien pourquoi. Donc, si les syndicats, au lieu de régler ce genre de choses, préfèrent chaque jour travailler à avoir des avantages qui s'accumulent pendant que le travail ne suit pas, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Et donc, je pense que cette grève avait des raisons d'être, certainement. Je ne sais pas, je ne connais pas, je n'ai pas lu comment dire, les revendications qu'ils ont pu aligner, je n'ai pas lu. Donc, si effectivement il y avait des raisons de faire la grève, moi je ne pense pas que l'État ait mis en place un mécanisme pour les empêcher de faire la grève, sauf qu'ils ont un canevas qui est très contingenté et que c'est à l'intérieur qu'il faut faire ce qu'il y a à faire. Allez, le temps est parti. Hein. On a même volé 5 minutes en plus, alors qu'on avait le sujet Macky Sall et son Sénégal. Je ne sais pas s'il faut l'aborder. Désormais, on a une date, le 24 mars. C'est heureux qu'on ait une date et que la Cour constitutionnelle ait tenu ferme pour dire à Macky Sall, quoi que tu puisses décider, il faut que les élections aient lieu le 24 mars. Maintenant, la question c'est de savoir qui fait la transition et comment au pas de charge on organise les élections pour que ça ait l'air d'élections crédibles et transparentes. Mais les Sénégalais savent y faire, ils trouveront la solution. On va leur faire confiance en tout cas. Ils aiment mieux le Sénégal que toute autre personne sur la planète Terre. On va espérer qu'ils le manifestent assez localement comme ils savent le faire. Anissé Carlos, ok, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là.